Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette toute première édition de Sans restriction avantage numérique, un tout nouveau podcast, un tout nouveau balado sur le hockey féminin. Pat Laprade avec vous et en compagnie de deux joueuses de hockey que je respecte, que j'apprécie énormément. Bien content de faire ça avec elle et je vous les présente. Tout d'abord, elle est la meilleure pointeuse et buteuse de l'histoire des Carabins de l'Université de Montréal. Elle a joué avec les Stars, les Canadiennes, la Force de Montréal. Elle a remporté les Universiades, les championnats canadiens universitaires et la Coupe Clarkson. Et elle est la seule joueuse de hockey au Québec à avoir son numéro retiré, soit avec les Carabins. Nul autre que Kim Deschênes. Comment ça va, Kim? Salut, ça va super bien, puis toi? Ben, ça va bien, bien content que tu sois là. Puis évidemment, ben, à tes côtés, elle a remporté le championnat canadien universitaire à 3 reprises, choisie joueuse universitaire par excellence au Canada, a joué aussi pour les Stars, les Canadiennes, a été capitaine de la Force, a remporté une médaille de bronze au championnat mondial. Elle a marqué le premier but en prolongation de l'histoire de la LPHF la saison dernière avec Montréal. Et vous pouvez l'entendre à l'analyse des matchs de la LNH à TVA Sport. Anne-Sophie Betté. Anne-So, allô? Salut, Pat! Comment ça va? Allô, Kim? Salut! Hey, pour vrai, très content de faire ça avec vous autres, les filles. Je pense qu'on va avoir beaucoup de contenu, beaucoup de trucs à jaser tout au long de la saison. Évidemment, la deuxième saison de la LPHF qui débute ce samedi. Là, on enregistre ça vendredi. La saison à Montréal débute à la Place Belle contre Ottawa. Ça débute demain. Puis on va se faire ça une fois par semaine, parler de la LPHF, mais de parler de hockey féminin de façon générale aussi. On n'oubliera pas les compétitions internationales, on n'oubliera pas le circuit universitaire dont vous avez toutes les deux fait partie. Je pense que c'est important aussi d'en parler. Puis quand on regarde, par exemple, le faible nombre de joueuses qui sont passées directement du RSEQ à la LPHF, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir parler davantage. Donc, bien content de faire ça avec vous deux. Ben pareillement, on a bien hâte. Puis, comme tu dis, je pense qu'on va avoir beaucoup de contenu. Ce qui est le fun, c'est que tu as commencé aussi dans les médias un petit peu plus... l'année passée, on te voyait plus dans les estrades. Fait que je pense que ça va être un bon mix du fait que toi, tu as le côté un peu plus médiatique. Nous autres, on a un peu le côté de l'expérience de jouer sur la glace puis un peu faire le pont entre les deux, puis en espérant que les auditeurs vont bien aimer ça. En tout cas, je suis, pour ma part, là, très contente de me joindre à ce balado avec vous deux. Oui, merci d'avoir pensé à nous. C'est le fun, cet ajout-là avec vous, là. C'est drôle que tu dises, on a un peu l'expérience. Les deux ont joué pendant plus de 15 ans au hockey, mais on a un peu l'expérience. Je dis 15 ans, c'est probablement même plus que ça. Combien d'années? Peut-être le double. 30? Ouais, moi 30 ans, ouais. J'ai 33, j'ai commencé à 3. Ouais. Mais en fait, on a un peu d'expérience, je pense que c'est plus pour le podcast, le balado, tu sais. Anne, on a fait quelques-uns, moi je pense que j'en ai fait 2. Fait que ça, on est vraiment débutante là-dedans. Fait que tu vas pouvoir nous guider là-dedans, mais nous, on va pouvoir t'aider aussi pour question de l'avantage numérique, comme notre balado, le titre le dit si bien. Mais on va t'amener des petits insights aussi de ce côté-là, là. Ben exactement, c'est ce que je veux. Moi, je suis capable de vous sortir des scoops, mais par contre, décortiquer un jeu sur la patinoire, ça j'ai un peu plus de difficulté. Par contre, moi et Anso, on a une expérience de s'obstiner en lien avec des paris sportifs. Donc, je pense que ça va amener une dynamique aussi ben le fun. Hey, on perdra pas de temps. On va commencer tout de suite avec notre premier segment. La surprise de la semaine. Bon, la saison n'est pas commencée. Par contre, les alignements sont maintenant officiels. Toutes les équipes ont publié aujourd'hui leur alignement. C'était le camp d'entraînement durant les 2 dernières semaines. Il y a eu le mini-camp également à l'auditorium de Verdun auquel j'ai assisté. Et puis, on va chacun donner notre surprise de la semaine, mais je vais donner le ton en me mouillant tout de suite. Puis moi, c'est Audrey-Anne Veillette. Ma surprise de la semaine qui ne débutera pas la saison dans la LPHF, plutôt en Europe. En fait, l'équipe reste à déterminer, mais ça s'enligne pour être la Suède, qui, comme on le sait, la SDHL est la 2e plus forte ligue de hockey féminin au monde. Je suis vraiment surpris
Parce que, bon, on le connaît tous, là, le parcours d'Audrey-Anne, décide de ne pas terminer son parcours universitaire pour signer un contrat avec la Force de Montréal. La Ligue se fait acheter par Mark Walter. Elle est dissoute. Audrey-Anne se blesse durant l'été, ne peut jouer de la saison au complet l'année passée. Elle est tout de même repêchée par Ottawa. Elle est libérée. On la réinvite comme joueuse de réserve au printemps. Et là, elle a été invitée au camp d'entraînement. Elle a aussi reçu une invitation de Montréal. Elle a préféré aller à Ottawa. Et là, on ne la prend même pas sur l'équipe de réserve. On a préféré Taylor House, une Américaine qui, ironiquement, a joué en Suède, elle, l'an passé, avec Modo, puis que vous aviez affronté aussi avec le Pride de Boston dans votre saison avec la Force. Et là, je fais comme, je comprends pas, c'est une attaquante de puissance. Oui, bon, dans le premier match, son patin en deuxième, en troisième période, ça a été peut-être un petit peu plus difficile, mais c'était son premier match en 500 jours, je pense. J'ai vraiment, vraiment été surpris. Maintenant, puis je veux vous entendre là-dessus, est-ce que c'est un mal pour un bien? Parce que ce que Audrey-Anne a besoin, selon moi, c'est de jouer. Et être dans l'équipe de réserve, est-ce que ça aurait été la meilleure solution? Tu sais jamais quand tu vas jouer. Et mettons qu'elle ne jouerait pas encore pour un autre mois parce qu'il n'y aurait pas eu de blessés, est-ce que c'est ça qu'elle a besoin ou justement aller en Suède puis jouer à chaque jour, ou pratiquer puis bon, jouer régulièrement, c'est plus ça qu'elle aurait besoin? Tu y allais, Tim? Vas-y. Moi, je pense que le fait, premièrement, le volet réserve doit être définitivement amélioré parce que c'est pas les équipes ont leur propre fonctionnement du niveau des réserves. Donc, il n'y a pas nécessairement un engagement automatique que c'est tant de pratiques par semaine. On dirait que c'est vraiment laissé à chaque équipe. Puis non seulement ça, c'est qu'au niveau salarial, ça fait pas de sens. À 15 000, tu peux pas t'entraîner puis avoir le même mode de vie que les filles qui sont à temps plein. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision qu'elle a pris d'aller ailleurs, d'aller en Europe pour aller justement chercher un niveau de confiance. Tu l'as dit, je ne sais pas en combien en journée là, que tu l'as mentionné, mais c'est sûr que d'aller jouer là-bas, prendre confiance, de revenir en force, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des opportunités pour elle parce que c'est une fille que j'ai vu tout son processus, j'ai vu sa blessure. J'étais dans son équipe, puis j'ai vu exactement comment c'est arrivé. J'ai vu son processus de réhabilitation. Puis, tu sais, Audrey-Anne, je l'adore beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort, qui va jamais abandonner. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est encore jeune. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je veux dire que ça fait mal, pour pas utiliser d'autres mots, tu sais, parce que je le sais que d'être retranché ou de pas être considéré pour faire l'équipe, ça lui a définitivement fait mal, mais des fois, ça te prend un pas de recul pour être capable d'en faire plusieurs par en avant. Puis j'ai l'impression que ça va être ça. Puis tu sais, quand on regarde dans les prochaines années, il va y avoir des équipes d'expansion. Est-ce que peut-être va pouvoir devenir une des attaquantes un peu plus, je veux dire, présente que pas nécessairement 12e attaquante d'une équipe actuelle? Fait que peut-être ça va être une bonne chose pour elle. Moi, je pense que c'est de bonne augure pour Audrey-Anne. Kim Audrey-Anne, là, je disais, c'est une attaquante de puissance, mais c'est quelqu'un qui marque des buts. D'ailleurs, je pense que s'il y a un des records que tu as pu maintenant avec les Carabins, c'est à cause d'elle. Je pense que c'est le plus de buts dans une saison. C'est ça, j'allais dire. De mémoire, elle en a battu un ou égalisé un, là. Mais moi, Audrey-Anne, je me vois beaucoup en elle. Puis, tu sais, c'est une amie, là. C'est une amie proche de nous, en fait, de moi puis Anso. Puis comme Anso a dit, tu sais, cet été, on a passé beaucoup de temps avec elle. Elle s'est confiée beaucoup à nous, tu sais, pour avoir notre point de vue, notre opinion à travers tout ça. Puis on s'attendait de jouer, tu sais, une année avec elle, avec la Force, qu'on était très déçus par la suite. Mais bon, pour revenir au sujet, c'est que, tu sais, Audrey-Anne, comme tu dis, elle est jeune. Elle a un avenir devant elle. Elle doit jouer au hockey. Elle doit toucher la glace. Malheureusement, peut-être que tu sais, ça l'a désavantagé l'histoire du premier match de ne pas être en game shape. Tu sais, par contre, elle s'est quand même entraînée tout l'été avec les pros, là. Fait que je veux dire, elle était en shape, elle est dans le gym pratiquement tous les jours. Fait que,
sais, je comprends le côté de peut-être pas être à 100% présentement, mais c'est ça. Comme Anne-Sois a dit, il faut qu'elle touche la glace. Tant mieux si c'est vers l'Europe qu'elle s'en va, mais c'est une joueuse qui va avoir un impact énorme dans le futur dans cette ligue-là. Puis tant mieux si elle peut jouer sur un premier trio, deuxième trio, au lieu d'être dans les estrades pour peut-être plusieurs mois avant d'avoir une blessée. Fait que j'y souhaite vraiment du bonheur, du succès. Puis pour être honnête, moi, ça m'a vraiment fait de la peine cette semaine quand j'ai appris ça. Parce que comme je dis, c'est une amie, puis je suis vraiment triste pour elle parce que ça a pris des décisions dans les dernières années en pensant d'avoir les meilleures décisions. Puis là, des fois, tu peux te remettre en question de dire, crime, peut-être j'aurais dû rester à l'université, finir mes années, puis arriver à un niveau supérieur, d'être plus vieille, peut-être d'avoir une place directement dans l'alignement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, la vie est faite ainsi. On ne peut pas choisir, on ne peut pas décider d'avance. Donc maintenant, il faut juste qu'elle faire du temps en Europe, qu'elle s'amuse, qu'on en profite, puis qu'on espère la revoir peut-être durant l'année si elle est capable de revenir, sinon l'année prochaine avec une équipe là, qui est dans la Ligue. Ben, ça se pourrait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'an dernier, on se rappellera, Liliane Perrault avait joué justement en Suède et avait signé un contrat sur la liste de réserve à Montréal pour terminer la saison, même si elle n'avait pas terminé, même si elle n'avait pas joué de match. Puis juste pour conclure sur Audrey-Anne, moi, j'ai parlé avec le directeur général, Mike Hirschfeld, du côté d'Ottawa, puis on n'a rien à y reprocher. C'est ça, je pense, qui est le plus fâchant, c'est que tout le monde l'adore à Ottawa, on n'a rien à lui reprocher. Puis ce qu'on a fini par me dire, c'est une ligue compétitive, puis c'est juste difficile de faire sa place. Oui, parce qu'Audrey-Anne, elle a le physique, là. Tu sais, je veux dire, elle est grande, elle est pas grosse en gras, mais je veux dire, elle est large, elle est forte. C'est une bif, là. Je veux dire, on la voit au gym, elle a des grosses cuisses, là. Elle est vraiment forte. Puis, tu sais, on y parlait, puis elle a dit, tu sais, ils m'ont demandé de jouer physique, puis je l'ai fait. J'ai fait des mises en échec, tu sais, j'ai tout donné. Puis je pense qu'elle n'a aucun regret parce qu'elle a joué à la meilleure de ses capacités. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle, mais comme tu dis, c'est vraiment difficile de se tailler une place dans cette ligue-là aujourd'hui. Anso, ta surprise la semaine? Ben moi, ma surprise, en fait, c'est Claire Thompson qui a décidé de laisser les livres de côté, elle qui étudie en médecine, pour consacrer vraiment sa carrière de hockey. Parce que durant les dernières années, il y a eu des moments où elle a manqué des occasions sur l'équipe nationale parce qu'elle devait étudier, elle devait rester à l'école. Puis je trouve que c'est un beau geste qu'elle fait, dans le sens que, tu sais, je lisais des articles sur elle qui dit... les médecins ils travaillent pendant longtemps versus qu'est-ce que j'ai actuellement comme opportunité, ben ça arrivera peut-être pas toujours. Puis cette fille-là, puis je vais peut-être dévoiler un peu le sujet plus tard de qui va être capable de gagner dans les recrues en tant que défenseur, mais pour moi, cette fille-là, c'est vraiment un cerveau sur la glace, puis même à l'extérieur de la glace. Je trouvais ça tellement drôle parce que ses coéquipières disaient que c'était un humain chat GPT. Tu sais, dans le sens qu'il pose des questions. Puis c'est vrai, j'ai eu l'opportunité de la côtoyer quand j'étais avec le Brave, l'équipe nationale. Puis c'est vrai, cette fille-là connaît énormément de choses hors de la glace que tu dis, ben c'est sûr qu'elle connaît pas la réponse. Puis elle va te sortir une définition, puis tu dis, comment tu sais ces choses-là? Mais je trouve que son génie à l'extérieur de la glace, vraiment, va se refléter sur la glace. Puis, tu sais, Minnesota ayant gagné l'année passée, ça met une certaine pression. Tu sais, quand tu gagnes, tu as un peu, je vais dire, un target sur ton dos. Mais je pense que ça va beaucoup les aider. Tu sais, elle a été quand même leur premier choix. Puis, j'ai vraiment hâte de la voir évoluer parce que défensivement, c'est quelqu'un qui est bien puis est capable d'apporter ou de contribuer offensivement sur la glace. Donc, pour moi, c'est elle ma surprise du fait qu'elle a pris sa décision de lâcher, ben pas lâcher, mais de mettre sur pause le volet école. Parce que, tu sais, on regarde même l'année passée, tu regardes avec quelqu'un est-ce que tu peux gagner ta vie à seulement le salaire qui est établi, le salaire minimum? La question se débat, ça pourrait être le débat d'un autre balado. Mais du fait qu'elle a décidé de vraiment prendre en main son rêve de vie d'hockeyeuse, ben, je lui lève mon chapeau puis je lui souhaite bonne chance.
Moi, je me rappelle, lorsqu'on parlait du repêchage, du dernier repêchage, moi, je voyais Montréal repêcher Claire Thompson parce que je pensais qu'on repêcherait Kayla Barnes avant elle. Je pensais que Claire Thompson serait disponible au 5e rang. Puis ça allait tellement de soi qu'elle joue avec Erin Ambrose. Tu sais, les deux ont joué ensemble avec l'équipe nationale et je voyais ce duo-là être réuni à Montréal. Bon, c'est une autre défenseuse que Montréal a repêchée en Kayla Barnes, puis c'est une excellente joueuse, puis on n'est pas déçus de ce choix-là, mais ça m'a un peu surpris, moi, de voir Claire Thompson sortir justement au 3e rang par Minnesota, mais c'est un excellent choix, puis surtout, justement, elle se concentre à 100% au hockey, puis je pense que Minnesota va en bénéficier. Et je fais un mini parallèle avec Abby Boreen, qui a été repêchée par Montréal, et ça a été long avant qu'on confirme sa signature, parce que pour elle, c'était important qu'elle continue justement ses études, puis on a fini par trouver une façon. Elle va faire des cours à distance, avec des cours en ligne, elle va avoir des tuteurs ici ou des surveillants plutôt pour ses examens, puis elle va être capable de continuer à jumeler les deux quand même. C'est pas la seule qui continue des études tout en jouant, mais pour elle, c'était vraiment une priorité de continuer les deux à distance de cette façon-là. Mais bon, que Claire Thompson prenne une pause, surtout quand tu étudies en médecine, là, c'est quand même quelque chose. Là, je ne vais pas faire je ferai pas une comparaison masculine, je vais en faire une féminine. La Joanie Rochette du hockey féminin. Ouais. Hein? J'allais parler de Laurent, mais bon. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de Laurent Duvernay-Tardif, peu importe le sport. Mais c'est bien juste pour revenir, là, je veux dire, c'est bien qu'elle ait le courage de faire ça parce que, tu sais, comme on dit, une carrière de hockey, c'est pas long. Tu sais, on regarde juste Sanso, toi, là. Oui, t'étais une des plus vieilles, 36 ans, aujourd'hui 37, mais t'es blessée. Tu sais même pas si tu vas être capable de revenir éventuellement. Moi, j'ai arrêté à l'âge de 30, 31, 32. Fait que, tu sais, on est jeune encore, là, quand tu regardes comparé à d'autres sports, exemple. Fait que c'est juste que nous, les femmes, ben, éventuellement, on doit fonder une famille, on doit porter des enfants. Il y a aussi les blessures qui rentrent en ligne de compte. On a une carrière parce que malheureusement, avec le salaire que les filles font ou que nous, on a fait quand on était professionnels, on peut pas mettre de l'argent de côté, là. C'est impossible. Fait que t'as pas le choix d'avoir ta job par la suite ou d'avoir de quoi en plan B, en stand-by en attendant. Mais c'est le fun, puis c'est le fun aussi pour les autres joueurs qui peuvent continuer à étudier en même temps que jouer. Fait qu'il y a toujours des solutions à travers tout ça, mais c'est ça, on n'a pas ce luxe-là comme les gars dans la NHL. On peut pas mettre de l'argent de côté, des millions d'avance pour être capable de prendre notre retraite puis d'aller jouer au golf et de profiter de la vie par la suite. Là. Moi, mon année de repêchage aurait été 1993, la même année qu'Alexandre Daigle. Donc, ça veut juste une idée. Je vous laisse deviner mon âge. T'es jeune, Pat. Ah, t'es fine. Kim, toi, ta surprise de la semaine? En fait, c'est Alexandra Labelle. Je suis extrêmement contente qu'elle ait fait l'équipe de Montréal. Est-ce que c'est une surprise? Je pense qu'on s'en attendait un peu. Elle s'est tellement entraînée. Puis, tu sais, je l'ai vue dernièrement. Puis, je suis comme, OK, t'as vraiment perdu de poids, là. Elle était en forme. Elle était prête pour ce poste-là. Là, présentement, tu sais, c'est un poste de 4e trio. Mais j'ai l'impression que cette fille-là va monter dans l'alignement. Plus qu'elle va se faire connaître. Fait que, tu sais, elle a peut-être un poste défensif, mais je me souviens à l'université, c'était une fille qui était très offensive, c'était une fille qui marquait des buts. Fait que j'ai l'impression que ça va s'enligner vers là dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois. Mais j'ai tendance à dire qu'elle va avoir un rôle plus intéressant, on pourrait dire, dans l'équipe. Puis j'aimerais juste amener un petit point. Par contre, j'ai été déçue. Si je suis, moi, exemple, fille du Nouveau-Brunswick, on avait 2 représentants du Nouveau-Brunswick qui étaient au camp de Montréal, puis les 2 se sont fait retrancher. Fait que j'étais comme triste un peu de ça pour dire que cette année, malheureusement, il n'y aura pas de représentant du Nouveau-Brunswick dans cette ligue-là. Mais qui sait, peut-être ça va venir plus tard. Là. Fait que j'avais juste ce petit point-là à ramener une fille fière native du Nouveau-Brunswick. Là. J'aime que Kim amène un nouveau segment improvisé comme ça, la déception de la semaine. Marlène Boissonneau. C'est une surprise, ça dépend. Tu es surpris ou c'est une belle surprise? Il y a plusieurs termes. Là. Marlène Boissonneau, qui vient du Nouveau-Brunswick, qui a été coupée. Qui est la deuxième? Bugeaud. Ah, Sarah Bugeaud, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Kim, on va sur chose tes patins, je pense, pour revenir faire un retour. Je fais un comeback. Je reviens en janvier. Là. J'ai un tournoi à Boisbriand. Là. Fait que je vais pouvoir dire au DG de venir me voir. J'enverrai des vidéos.
On va mettre un billboard sur la 15 marqué I'm back. Tu parlais d'Alexandra Labelle, justement, dans le premier match pré-saison de la victoire, elle a joué sur le deuxième trio. C'est là qu'on l'a placé. Donc, on a voulu, du côté de Corey Cheverry, je pense, l'essayer à différentes sauces. Mais je suis d'accord avec toi, elle était tout feu, tout flamme. Là. Elle était prête pour ce grand entraînement-là. Puis c'est drôle parce que quand on s'est vu plus tôt aujourd'hui, moi et Anso, on n'était pas d'accord sur un truc. Moi, dans ma tête, Alexandra Labelle, je voyais pas un scénario dans lequel elle n'avait pas ce poste-là. Pour moi, c'était son poste à perdre. Moi, je pense que quand elle a accepté cette invitation-là, il aurait vraiment fallu qu'elle connaisse un mauvais camp d'entraînement, mais vraiment mauvais, pour ne pas être choisie. C'est juste moi qui pensais ça comme ça? Ben, moi, c'est que l'année passée, Alex, son utilisation avec New York, je pense qu'il n'a pas été à son plein potentiel. Mais personne n'a été bien utilisé à New York à part 3 joueuses l'année passée. Oui, c'est ça. Mais reste que cet impact-là vient quand même affecter ton niveau de confiance. Puis au hockey féminin, ou masculin aussi, quand tu n'as pas de confiance, c'est ça qui est un peu difficile. Alex a extrêmement travaillé fort, comme Kim l'a mentionné. Cet été, elle s'est vraiment bien entraînée. Mais est-ce que c'était garanti qu'elle faisait l'équipe? Non, elle était quand même en compétition. Tu sais, tu avais Gab David qui était là, tu avais Sarah Bugeaud. Puis je pense que les trois se compétitionnaient un contre l'autre pour un poste de centre. Est-ce que c'était garanti? Moi, je pense pas. Mais elle a forgé sa place, elle a démontré qu'elle était capable. Puis, tu sais, tu as peut-être vu plus que qu'est-ce que nous, on a vu en match préparatoire, mais sur les highlights. Il y en a juste eu 2, hein? Je sais pas. Non, mais quand même, pareil. Mais c'est pour ça qu'on t'a amené, là, pour que tu nous partages ton expérience. Mais tu sais, Alex, quand elle est arrivée sur le deuxième trio, elle a été utilisée plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a marqué un but. Je te dis pas qu'elle va marquer des buts à chaque game, mais je lui souhaite. Mais c'est ce que Montréal avait besoin. Alex, elle a un bon lancer, puis ben, elle a montré qu'elle était capable de bien l'utiliser. Fait que c'est sûr que, tu sais, est-ce que je suis contente pour elle? Oui. Est-ce que c'est un poste qui était garanti? Je pense pas. Parce que la course était féroce. Puis les deux filles contre qui elle se battait, c'était 2 anciennes de l'équipe de Montréal. Qui ont joué l'année passée. Fait que, tu sais, peut-être que tu te dis, OK, ils ont plus leur place que moi, mais je suis vraiment contente pour Alex, puis elle mérite sa place. Elle a tellement travaillé fort. Mais en même temps, elle aussi, elle avait la même expérience dans la Ligue que Gab David, Sarah Bugeaud. Une des 7 Québécoises avec la victoire, ça, on pourra peut-être en reparler au cours de la saison, justement, du nombre de Québécoises dans la Ligue. Montréal qui en a 4 signés, 3 sur la liste de réserve, dont une liste de réserve 100% québécoise, là, avec justement Gabrielle David, Kellyanne Nadeau et Catherine Daou. Donc, on pourra en reparler au cours de la saison. Mais on est à la veille du premier match de cette deuxième saison. Il faut faire nos prédictions. Hein? Qui dit début de saison dit prédiction. Alors, on a quelques catégories. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez vous-même là, dans les commentaires sur les différentes plateformes où vous écoutez le balado ou sur les réseaux sociaux, nous donner vos prédictions également. On va avoir quelques catégories d'équipes et aussi de joueuses individuelles. Première catégorie, qui va terminer premier de la saison régulière? Quelle équipe sera en tête du classement de la saison régulière? Kim, quel est ton choix? C'est une très bonne question. Puis, tu sais, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas vu de match encore. Tu sais, toi, t'en as vu 2. J'ai vu 2 matchs. Ouais, t'as vu Montréal, Ottawa. C'est pas vrai, mais... j'ai vu 4 périodes. J'ai vu juste une période du deuxième match. OK. Je n'ai pas d'avance sur vous autres. Si on se fie au line-up qui sont sortis aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que Toronto va encore faire bien cette année comme l'année passée. L'année passée, ils ont eu un mauvais début de saison, mais par la suite, ils sont partis en feu. Là. Ils ont monté la pente. Là. C'était quand même assez intéressant. Mais j'ai l'impression que Toronto vont finir premier cette année. Ouais, mon bémol avec Toronto. Mon bémol avec Toronto, c'est Nathalie Spooner. Oui, mais c'est qu'on ne sait pas comment. C'est ça. Puis on ne sait pas quand elle va revenir, Nathalie Spooner. Donc je pense mais tu sais, d'un autre côté, tu as quand même c'est Daniels puis Watts qui se sont ajoutés à l'équipe, qui sont quand même des filles qui peuvent. Emma Woods, Daryl Watts. Pas Woods. Izzy Daniel. Oui, mais Emma Woods aussi s'est ajoutée. Oui, elle s'est jointe, mais
sais, à quel point, bon, à New York, elle a joué avec la PHF, avec Toronto. Elle a été quand même, elle a fait des bonnes performances. L'année passée, je ne sais pas à quel point que elle a bien performé. Donc, je ne sais pas, je miserais pas tout. Moi, c'est ça. Mais il y a Julia Gosling. Julia Gosling aussi qui s'est ajoutée dans la première ronde. Fait que Julia est quand même à la porte du physique. Elle est quand même capable de marquer des buts. Mais tu sais, tout avec ces jeunes joueuses-là, je pense que ça va être le niveau de stress au début, de se dire, OK, à quel point que j'ai confiance de jouer dans cette ligue-là pour vraiment contribuer. Mais tu sais, même si Spooner n'est pas là, ça me fait penser un peu au comparable des Maple Leafs. Puis là, je ne devrais pas faire le comparable hockey masculin-féminin parce qu'on dit tout le temps de ne pas le faire. Mais à quel point que Toronto actuellement, tu regardes des Marners puis des Nylander qui ont vraiment augmenté leur jeu d'un cran. Tu regardes Tavares au niveau de sa contribution offensive. C'est fou à quel point les joueurs, ils ont vraiment sorti de leur coquille pour remplacer ce marqueur-là. Est-ce que ça va être la même chose avec Toronto? J'ai vraiment hâte de voir. Tu peux sortir quelqu'un de TVA Sports, tu peux pas sortir l'analyste Anne-Sophie Betté, par contre. Non, mais c'est vrai pareil, on va dire. Ben, c'est que l'année passée, quand ils ont perdu Spooner, ils n'ont pas eu le temps vraiment. La dégringolade. Ben oui, exact. Là, ils ont le temps de se préparer par rapport à ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on a une idée quand est-ce qu'elle revient? Il parlait peut-être que elle allait revenir plus vite que qu'est-ce qui s'attendait? Est-ce que on ne sait pas? Fait que à voir. Puis aussi, comment qu'elle va revenir? Tu sais, tu peux être, je veux dire, ta blessure est correcte, mais après ça, la vitesse du jeu, le physique, est-ce que tu es à 100% après? Fait que à voir pour la suite, mais j'ai confiance en Toronto. Anso, ton choix, c'est Toronto aussi, parce que t'as pas mal été l'avocate de Kim là-dessus, je trouve. Là. Non. Moi, j'essaie de voir les opportunités dans les occasions qui se présentent à moi. Moi, j'ai le goût de dire Boston. Pas parce que j'aime la ville, pas parce que j'aime l'équipe, mais j'ai trouvé qu'ils ont des styles de joueurs qui jouent extrêmement physique. Puis l'année passée, quand on regarde, ils ont fini quand même dans la finale là, contre Minnesota. En 5 matchs, mais j'ai l'impression que leur jeu physique puis leur efficacité qu'il y avait en début de saison, en match pré-saison, on dirait qu'il y avait vraiment une longueur d'avance sur le premier match qu'ils ont joué contre Montréal. L'exécution des passes était là. Tu voyais qu'il y avait la rapidité du jeu. On dirait qu'ils avaient joué ensemble tout l'été. Fait que j'ai le goût de me lancer là-dessus sur dire que Boston va terminer premier. Puis on verra ce que ça donne. Moi, je vais y aller. Puis c'est peut-être un gros hot take, là. Je vous le dis d'avance. Moi, j'y vais avec New York. Oui, New York, qui a terminé dernier l'an dernier, la saison dernière. Puis pour moi, c'est une équipe complètement différente, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire. L'an dernier, ça a été compliqué. Au Connecticut, il y avait pas de foule. On jouait tantôt au Connecticut, tantôt au UBS Arena. On savait pas trop. Là, on sait qu'on va jouer au Prudential Center. C'est Ridley. C'est là qu'on joue nos matchs. Donc, il y a un arena fixe qui devrait y avoir plus de fans dans les estrades également. Bon, ça n'a pas marché avec Howie Draper. Howie Draper, je pense que il est quoi, 25 ans à l'Université de l'Alberta. Ah oui, s'en aller chez les pros, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, faisait jouer beaucoup les trois mêmes joueuses là, qui étaient Abby Road, qui était Alex Carpenter, puis j'en oubliais une, Eldridge également. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de jouer de la même façon, de se faire valoir. Là, on a un nouvel entraîneur, Greg Fargo, qui arrive de Colgate University. Je pense que ça aussi, ça va amener du bon. Et sur la glace, on a quand même toute une équipe, là, sur papier. Là. Je parle de la défense. Là. Si on commence avec la défense, tu as 4 joueuses, 4 défenseuses
qui sont des Olympiennes. Aucune autre équipe compte là-dessus. Jamie Bourbonnais, Ella Shelton, Ali Simpson puis Mika Zendy-Hart qui jouent toutes avec leur équipe nationale respective. Devant les buts, tu as Corinne Schroeder, que vous avez très bien connue, qui était la dernière année de la PHF avec Boston, qui était, une autre d'ailleurs qui avait signé un contrat avec la Force, qui a été impénétrable. L'an dernier, c'est elle New York est l'équipe qui a reçu le plus de tirs au but. Et elle a gardé la deuxième meilleure moyenne d'efficacité de la Ligue. Je pense que Corinne Schroeder, avec une meilleure défensive ou une équipe qui est capable de mieux s'organiser avec un meilleur état d'esprit, je pense qu'elle peut être une gardienne très, très, très dominante dans cette Ligue-là. Elle a d'ailleurs eu ses premiers moments avec Équipe Canada aussi durant les séries de la rivalité. Puis à l'attaque, tu as les trois que j'ai mentionnés tantôt, mais tu as deux Québécoises, Jade Dany-Landry et Elisabeth Giguère, de ce qu'on me dit, ont connu tout un camp d'entraînement, sont arrivés en meilleure forme physique. Je pense qu'avec un meilleur temps de glace, on connaît le talent, entre autres, de Jade pour marquer des buts. Elle en a marqué l'an dernier. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra encore mieux faire cette année. On a été chercher Sarah Fillier, avec notre choix de première ronde, Sarah Fillier qui a marqué 3 buts dans un des 2 matchs là, pré-saison de l'équipe. Je pense que Sarah Fillier vient changer la donne dans cette équipe-là. Mais comme ce n'était pas assez, puis on n'en parle pas assez souvent, on a été chercher Noura Toulouse, qui est une Finlandaise, qui a terminé première pointeuse de la SDHL en Suède l'an dernier, qui a remporté, je pense, les 4 ou 5 derniers championnats de cette ligue-là. C'est une vétérane qui arrive, mais qui va amener beaucoup, beaucoup d'offensives. On parle beaucoup de Lina Ljungblom à Montréal. Toulouse a fini 15 points en avant de Ljungblom l'an dernier dans la Ligue de Suède, puis on n'en parle pas assez, je pense. Donc, j'essaie de trouver les faiblesses de cette équipe-là sur papier. Je suis pas sûr d'y trouver, puis je vous ai même pas parlé d'Amy Fecteau, qui, ça aurait pu être même une surprise la semaine, qui signe 3 ans à New York. C'est une surprise, mais en même temps... Moi, je suis contente pour elle, là. Elle a bien fait, là. On est tellement content pour elle, puis c'est une sécurité. Vous le savez comment ça marche. Anso, tu l'as vécu l'an dernier. Des contrats d'1 an, là, j'imagine que tu es toujours dans l'incertitude parce que c'est des contrats qui ne sont pas garantis. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu pourrais te faire couper si jamais ça ne fonctionne pas. Là, Amy Fecteau est là pour 3 ans, garantie. Elle peut se concentrer sur sa game. Puis je pense qu'éventuellement, ça va être la centre de 3e trio de l'équipe. Je pense que Pascal Daoust a fait un bon travail à ce niveau-là. Il y a une bonne équipe. Et je vois New York être premier, moi. Ouais, il faut juste qu'il trouve la chimie. Parce que des fois, tu as beaucoup de gros noms, puis ça finit qu'il ne se passe rien. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une chimie entre eux autres, puis faut que chacun accepte son rôle aussi à travers tout ça, parce que c'est pas à cause que tu es dans le top de l'équipe nationale, mais on a quand même plusieurs défenses, comme tu dis, là, que c'est des équipes nationales. Est-ce qu'ils vont accepter de ne pas être première, deuxième? Fait que c'est des petites affaires de même que il faut que chacun accepte son rôle, puis il faut qu'ils trouvent une chimie entre eux pour que ça fonctionne, parce que oui, on a des gros noms sur papier, mais après ça, sur la glace, j'ai hâte de voir. C'est la job du coach, ça. Oui, c'est sûr. Mais c'était exactement ce que j'allais dire, Kim. Dans le sens que, premièrement, ça ne peut pas être pire que l'année passée. Ils ont fini dernier. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ne peuvent pas finir 7e. C'est ça. Mais, pas cette année. Ils ont eu quand même leur lot de défis. Puis, je pense que chaque équipe l'année passée avait quand même, ils apprenaient à se découvrir, ils apprenaient à savoir c'était quoi ton identité. Tu as beaucoup, tu parles d'une nouvelle organisation, il faut que tu établisses ta mission, ta vision, dire on est qui, nous, comme identité d'équipe. Puis, en ajoutant ces joueurs-là, je pense que oui, effectivement, ils ont une bonne chance de finir premier. Ça revient beaucoup. L'année passée, c'était le thème, c'est la physicalité. Moi, c'est ce que je me demande. À quel point ces joueurs-là vont réagir? Tu regardes, Sarah Fillier, c'est pas une fille qui est extrêmement grande. Amy Fecteau non plus. Jade puis Giguère, c'est quand même 2 filles très grandes, mais sont petites. Étroites, mais c'est des filles qui ont du caractère. Fait que moi, c'est plus ce volet-là. Puis tu regardes l'année passée, Zendy-Hart revenait d'une blessure. Maintenant, de l'avoir un capitaine en santé, ça aussi, ça va définitivement aider. Fait que je vois ça aussi. Ça peut être un point. Tu vois, je serais quand même. Je pourrais, changer d'opinion. Peut-être. Si ça se réalise. New York, peut-être.
J'aime que j'ai amené des bons arguments pour te faire peut-être changer d'avis, mais si ça se réalise, vous l'aurez entendu ici en premier, au tout premier épisode de l'Avantage numérique. Hey, avançons dans les prédictions. Quelles deux équipes ne feront pas les séries? Ben moi, je pense Ottawa encore. Tu sais, ils sont comme tout moyens. Tu sais, ils ont vraiment une bonne équipe, mais il n'y a pas de superstar comme, exemple, l'équipe de New York. Tu sais, ils ont des bonnes joueurs. Est-ce que Serdachny pourrait être justement cette joueuse-là? Ça va être son année recrue. Il y a un step à prendre, mais c'est sûr qu'elle va quand même, je pense, amener un niveau d'offensive qu'il n'y avait peut-être pas sur le deuxième trio, par exemple, l'an passé à Ottawa. Mais je comprends qu'elle ne viendra peut-être pas changer la franchise au complet non plus. Là. Non, ouais. Mais c'est sûr que ça ne peut pas nuire, mais ça risque à voir. Mais c'est ça. J'ai l'impression qu'Ottawa, encore cette année, malheureusement, je leur souhaite qu'ils fassent les séries. Là. Ils ont des bonnes joueurs. Exemple, match dans les nets. Je veux dire, ils ont une très bonne gardienne, mais ça prend des filles en avant qui comptent des buts. Ça prend des scoreurs. Puis, il y en score quelques-uns par game, mais c'est pas des games avec 6 points. T'sais. Puis ta deuxième équipe? Ben moi, c'est drôle, j'allais dire New York. Non. Laisse faire Kim Deschênes avec ton New York. Mais là, t'as amené beaucoup de points, fait que peut-être je vais changer, mais moi, c'est ça que j'avais peur, c'est qu'il y ait trop des gros noms dans cette équipe-là, puis que malheureusement, que ça marche pas dans... Tu sais, on peut pas être tous des meilleurs amis dans une équipe, mais il faut avoir la même vision, puis il faut que tu sois prêt pour jouer pour le logo et non pour ton nom personnel. Fait que je sais, rendu à ce niveau-là, tu joues pour le logo, on le sait, on l'a tout fait. Puis à un moment donné, moi, j'étais le premier trio universitaire, puis quand t'arrives... tu sais, mes dernières années pro, j'étais rendu sur le 4e trio. Tu dois accepter ton rôle, mais c'est pas tout le monde qui sont capables d'accepter ce rôle-là. Fait que j'ai juste peur pour ça, pour New York. Anso? J'ai vraiment de la difficulté à choisir. Je dois avouer. Veux-tu gérer en premier? Ben, vas-y, Pat. OK. Ben, j'ai Ottawa, moi aussi. C'est rien. C'est l'autre équipe que. Oui. C'est rien contre Ottawa, là, tu l'as dit, Kim, là. C'est juste que je pense pas qu'ils soient rendus là. C'est l'an passé, c'était Ottawa et New York. Là, moi, je vois plus de lumière au bout du tunnel du côté de New York. Sarah Philly vient changer les choses. Est-ce que, à tel point, Serdachny va avoir le même effet du côté d'Ottawa? Elle a bien fait dans les matchs pré-saison que j'ai vus. Mais bon, ça reste à voir. L'autre, et là, c'est peut-être le deuxième hot take que j'ai de la journée, c'est Minnesota. Minnesota, je pense que... En fait, mon gros point... Premièrement, il faut que je fasse une place à New York. Là. Fait que je veux pas, fallait que j'en enlève une. Je pense pas que Boston fera pas les séries. Montréal et Toronto aussi vont les faire. Fait qu'il reste Minnesota. Puis je me demande à quel point tout ce qui s'est passé l'an dernier... avec Nathalie Darwitz, avec tout ça, à quel point que ça a laissé des traces encore cette année. Comment est-ce qu'on va là, il va y avoir de la pression sur les épaules, c'est les championnes défendantes. Je sais pas, je trouve que j'ai certains points d'interrogation du côté de Minnesota. Pas nécessairement, on revient avec, grosso modo, la même équipe, là, mais je sais pas. Puis Claire Thompson, évidemment. Mais je le file pas, Minnesota. J'ai pas une raison, j'ai pas d'argument comme je pouvais avoir pour New York, mais je le file pas. Mais c'est drôle que tu dis ça, Pat, parce que moi aussi, tu sais, comme je l'ai mentionné tantôt, tu as vraiment une cible dans le dos. Puis qu'est-ce qui m'inquiète un peu, c'est les blessures. Tu regardes une fille comme Heisey qui s'est faite blesser à les séries rivalité. Une fille comme Kendall Coyne qui vieillit, tu sais, puis je suis quand même bien placée pour parler. Là. Moi aussi, j'ai passé à travers, mais dans le sens que, tu sais, à quel point que année après année, cette équipe-là va être capable de bien performer. Tu sais, il y a Grace Zumwalcol qui était quand même, tu sais, qui a bien fait. Il y a Cava aussi, que dans les séries, durant la saison, on ne l'a pas vu, mais durant les séries éliminatoires, elle a bien performé. Tu sais, elle a, je pense, 8 points en 10 matchs. Est-ce qu'elle va être capable de répéter des exploits comme ça? Moi, c'est un peu mon questionnement. Puis j'aurais tendance à y aller avec toi, avec les mêmes choix, du fait que je ne sais pas s'ils vont être capables de se lever à la hauteur de ce qu'ils ont joué l'année passée. C'est une ligue à 6 équipes, hein? Ça peut bouger rapidement un classement d'une saison à l'autre. Parce que là, on l'a vu l'année passée, là.
Ben Je veux dire, on s'attendait pas à ça, là. Pas du tout, là. Puis dans les dernières semaines, boum, des nouvelles équipes en série. Puis en finale encore, là. Mais ce qui fait mal, c'est la structure de points aussi. Tu sais, que quand tu gagnes en temps réglementaire, tu as 3 points. Ce qui a fait mal à Montréal, c'était ça, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été en prolongation, que tu fais une victoire, une défaite, mais tu sais, t'as une victoire en prolongation puis une défaite versus une victoire, une défaite en temps réglementaire, t'as pas le même nombre de points. Puis ça, ce pointage-là fait mal. Fait que ça peut vraiment changer, comme tu dis, là, c'est une question de quelques points. Ces équipes-là ont eu, par exemple, 3 victoires en supplémentaire versus les autres ont eu en temps réglementaire. Tu as quand même un point de plus à chaque fois. Je pense que c'est ça qui peut fausser la donne. Contrairement aux autres ligues de hockey auxquelles les amateurs de hockey au Québec sont habitués de suivre, que ce soit la GMQ, la Ligue américaine ou la LNH, il y a beaucoup moins de matchs aussi, donc tu n'as pas nécessairement le temps de connaître tes 20 premiers matchs. C'est pas le quart de la saison, c'est le 2/3 de ta saison. C'est ça. Alors, ça va vite. Qui gagne la Coupe Walter? Et là, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce qu'on est en train de rebrasser ce classement-là. Anso? Ben regarde, je vais dire Montréal. Oh! Montréal. Est-ce que j'aimerais, parce que j'ai joué avec eux l'année passée, j'aimerais qu'ils gagnent parce que j'ai vu quand même le cheminement de cette équipe-là. J'ai vu les deux côtés de la médaille. C'est un groupe d'entraîneurs qui se rassemblent à tous les matins, arrivent là très tôt, discutent de chaque exercice, de qui va faire l'exercice au tableau, le pourquoi d'utiliser un exercice plus qu'un autre. Je pense qu'il faut vraiment travailler le niveau défensif avec Barnes qui va s'ajouter à l'alignement. Je pense que ça va aider énormément. Si les gardiens peuvent continuer à avoir des bonnes performances comme on a vu l'année dernière, autant Anne-Renée que Hélène Chouly a eu des performances hors pair. Donc, tu as quand même un bon duo de gardiens. Puis, l'ajout des filles à l'attaque, je pense que je vais y aller avec Montréal. Puis juste avant de demander ton choix, Kim, Montréal, quand même, je pense, c'est muni d'un peu plus de profondeur à l'attaque particulièrement cette année. Tu sais, Youngbloom devrait être sur le premier trio avec Pou et Stacy. T'as Gardner qui s'amène également d'Ohio State, qui était le choix de deuxième ronde, qui est capable de marquer. Qui est capable de marquer exactement avec, une Abby Boring. Le deuxième trio, il y a quand même comme 5 joueuses qui pourraient être sur le deuxième trio, ce qui veut quand même dire qu'il y en a 2 qui vont se retrouver sur le troisième, ce qui amène cette profondeur-là, que ce soit Grant Mantis, Murphy, Boring ou puis Christine O'Neill. Tu sais, t'as quand même, je pense, un top 6 qui va être très, très, très décent, même très bon cette année. Et puis, effectivement, si tout peut rentrer en place, Montréal pourrait être un contender cette année. Kim? Ben, je suis pas mal du même avis. Tu sais, j'ai hésité entre Boston et Montréal, mais c'est vrai, tu amènes des bons points en dessous. Vous savez que vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein? Non, ça, je le sais. Ça arrive souvent, là. Non, mais Anne-Sophie amène des bons points, puis c'est vrai que ça s'est amélioré. Écoute, l'année passée, moi, Montréal, j'y ai cru jusqu'à la fin, là. Tu sais, pour vrai, l'année a bien été. Oui, vous avez été souvent en prolongation, ça vous a nuit un peu. Il y a eu des blessés aussi, beaucoup de blessés, malheureusement, puis dans toutes les équipes, là. C'est une formule qu'on n'était pas habitué à avoir, tu sais, jouer beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, beaucoup de volume. Tu sais, personne n'avait connu ça, peut-être à part les filles sur l'équipe nationale, là. Mais sinon, les autres, je veux dire, c'est pas autant intense que ça dans une saison, dans les autres saisons quand on jouait pro ou universitaire. Mais si on n'a pas de blessés à Montréal, tu sais, si nos gardiennes sont en santé, Pou qui est en santé, Ambrose à la défense, tu sais, on a été chercher des gens pour aider la défensive. Est-ce qu'on est au max? Non, je pense qu'on peut encore s'améliorer à la défensive, mais si les attaquantes font leur job, j'y crois à Montréal, j'y crois. Moi, je vais y aller avec Boston. Pour moi, Boston, on était... non, on n'était pas loin, mais ouais, pour moi, Boston, c'est un peu l'équivalent, mettons, d'une équipe qui perd en finale une saison, qui va gagner le championnat la saison d'après. Boston est passé proche, perdu en 5 matchs contre Minnesota la saison dernière. En série, ce que moi j'ai remarqué l'an dernier, c'est que les équipes qui sont physiques
et qui ont un meilleur gabarit sur la patinoire semblent être avantagés. Et Boston et Minnesota, c'était peut-être les deux équipes qui ont profité de ça. Tu sais, quand tu regardes, mettons, juste l'alignement de Boston, le nombre de joueuses à 5 pieds 10 et plus, c'est impressionnant. Le Tapani, Adjija, t'as Keller à défense, t'as Girard, t'as Hilary Knight. Même si Hilary Knight n'a pas fait de points en série, puis commence à avancer en âge, ça demeure quand même une joueuse qui est Dominante. Ah ouais. oui, dominante, qui prend beaucoup de place pour la patinoire. Donc, Mhm. pour moi, Boston, puis bon, Frankel devant le filet également, je pense que ça va être l'année de Boston. Peut-être pas. Tu sais, Boston, pour moi, c'est une équipe de série. Tu sais, en saison Ouais. régulière, je ne les vois pas finir dans 2 premières, mais c'est une équipe faite pour les séries. J'avais passé même le commentaire à Courtney Castle l'an dernier en point de presse. Pour moi, cette équipe-là est faite pour les playoffs. Puis, ben, je pense que cette année, ça va être leur année. Et c'est pas parce que je souhaite que Boston gagne un championnat. Je suis un peu comme Anso là-dessus. Mais quand même, si j'y vais avec ma logique, je pense que ça va être leur année. Plus rapidement, allons-y avec des prix individuels. Qui va terminer meilleure pointeuse de la Ligue? Anso. Pointeuse. Ben, c'est sûr que si on regarde dans le match pré-saison, on a quand même Sarah Fillier qui a marqué un tour du chapeau. Je me questionne à savoir est-ce que New York vont être capables de trouver cette chimie-là. Mais j'ai le goût d'y aller avec elle. OK. L'an dernier, rappelons, là, en passant, c'était Nathalie Spooner qui avait terminé. Ouais. Meilleure buteuse, meilleure pointeuse, 20 buts, 27 points en 24 matchs. Kim? Ben moi, ça n'avait pas été blessé, ça aurait été elle, ma joueuse. Je l'adore, puis elle a tellement un impact parce qu'elle est physique, elle est grosse sur la glace, elle prend de l'espace. Mais moi, cette année, je vais y aller avec Pou, Marie-Philippe Poulin. C'est ça, c'est la joueuse étoile. Puis depuis qu'elle est sur dans ces ligues-là, sur l'équipe nationale, elle a toujours été la personne qui faisait les buts importants. Fait que j'y donne ce titre-là cette année. 23 points en 21 matchs l'an dernier pour Pou, qui avait terminé au 3e rang des meilleures pointeuses. Donc, c'est loin d'être un mauvais choix. Moi, je vais avec Sarah Fillier. Moi, je l'assume, cette hot take-là. Je pense que Fillier, ça va être la suite que je parle, que New York va connaître une grosse saison. Je pense que dès les matchs pré-saison, on a vu qu'elle avait plus que sa place dans cette ligue-là. Tu sais, c'est une joueuse qui aurait été choisie parmi les 18 premières l'an dernier si elle avait été disponible. Donc, je pense que c'est une joueuse élite qui va vraiment, vraiment être à surveiller cette année. Puis la blessure de Spooner, ben, vient faire en sorte que je pense que même si elle revient et même si elle va être une joueuse probablement dominante quand elle va revenir, ben, on peut peut-être oublier le championnat des pointeuses. Ça va être un sujet chaud, hein, par exemple, parce qu'elle n'a pas signé un contrat de 3 ans, elle, là. Elle a signé un contrat d'1 an, Sarah Fillier. C'est ça, fait que ça va être un sujet. Hein? Je pense qu'on va devoir suivre de très près. C'est un contrat d'1 an et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'an prochain, s'ils ne s'entendent pas, New York a quand même ses droits. Donc, ne peut pas aller jouer ailleurs, sauf si elle est échangée. Alors, c'est quand même important, mais tu sais, il y a toujours cette philosophie-là de miser sur soi-même. Puis je pense que Fillier va, de son côté, forcer la note. Puis si elle finit première pointeuse, puis New York finit premier ou deuxième du classement, c'est sûr qu'à l'autre bout, on ne se donnera pas le choix de signer Fillier. Là. Ça ne deviendra plus une option. Tu sais. En rafale, meilleure gardienne, qui va être la meilleure gardienne, la meilleure défenseuse et la recrue de l'année? En rafale, Kim. Moi, je vais y aller avec Anne-Renée Desbiens comme gardienne. Oui. Défense, on en a parlé au début, Claire Thompson. Et pour la recrue, ben, Sarah Fillier, bien sûr. Oui, ça risque d'être un choix un peu plus... Il y en a d'autres bonnes recrues, le Sir Daphne, Yoon Bloom, Kayla Barnes aussi, ça risque d'être parmi les meilleures recrues, mais Fillier, ça va être dur à battre. Anso, de ton côté? Rappelle-moi les choix, là. Gardienne, défenseuse, recrue. OK. Ben, défenseur, c'est sûr, j'y vais avec Thompson. Recrue, Fillier. Gardienne, j'ai le goût de dire Schroeder parce qu'elle est tellement imposante. Honnêtement, tu sais, avoir joué contre elle aussi, c'est quand même difficile. Puis si moindrement, comme tu as mentionné, l'équipe est capable de
limiter un peu le nombre de chances de marquer, parce que les lancers, il y en a correct, là, mais je pense que c'est plus les chances de marquer. Elle a été souvent laissée à elle-même, mais si elle a une meilleure équipe devant elle, j'ai le goût d'y aller avec elle. Et toi, Pat? Moi, Sarah Fillier, là, ça c'est un choix unanime. C'est-tu ta préférée? Non, mais à partir du moment où je la mets meilleure pointeuse, je la mets pas meilleure recrue, il y a un problème. À la défense, je vais avec Ella Shelton, qui a été la meilleure pointeuse l'an dernier du côté des défenseuses, 21 points en 24 matchs, mais qui n'a pas remporté le prix de la meilleure défenseuse, qui avait été remporté d'ailleurs par Erin Ambrose à Montréal, qu'il faut pas, on n'en parle pas, mais il ne faut pas la sous-estimer, là, Ambrose. Là. Je pense qu'elle va être un pilier encore une fois cette année. Et meilleur gardien, j'ai hésité entre Schroeder, question d'être logique avec New York, mais je pense que c'est Erin Frankel qui va gagner cette année le prix de la meilleure gardienne. Elle était une des pas des aspirantes, mais des finalistes l'an dernier. Et je pense que Frankel va connaître une autre très, très bonne saison. Prédiction qu'on va essayer de garder et de suivre tout au long de l'année. Comme ça, je pourrais vous niaiser quand un de vos choix sera carrément dans le champ. Mais Anso, c'est ça. Anso va s'occuper de moi. T'inquiète. Je veux terminer, le temps file, là, mais je veux absolument qu'on en parle parce que je trouve ça important de parler du hockey universitaire québécois. C'est la dernière fin de semaine du côté du RSEQ avant la pause des fêtes. Concordia domine encore cette année, comme l'an passé. La saison parfaite en saison régulière. Ils ont 10 victoires en 10 matchs, même après avoir perdu Aimé Fecteau, même après avoir perdu Rosalie Bégin-Cyr et d'autres. Est-ce qu'on est surpris de voir Concordia, encore une fois, être si dominante du côté du RSEQ? Moi, non. Je veux dire, oui, ils ont perdu des grosses joueuses, mais le noyau reste le même. Puis, tu sais, une fois que tu fais confiance au coach, que tu suis le plan de match, après ça on le voit avec les résultats, mais c'est fou, là. Ils ont même pas de défaite encore. Je n'en reviens pas. Sans rien vouloir enlever là, aux autres entraîneuses de la Ligue, à quel point Julie Chou et Caroline Ouellet derrière un banc, ça fait une différence? C'est énorme. Sans rien enlever à Les Lawton, qui était l'entraîneur auparavant, parce qu'il a quand même connu énormément de succès dans son passé, mais le jeu a évolué. Puis l'arrivée de Julie était le parfait timing pour cette équipe-là qui était en difficulté. Julie Picaro, là, c'est des joueuses qui ont joué au plus haut niveau. Ils comprennent la game, mais c'est leur côté humain. Tu sais, Caro, tellement compétitive, qui pousse les filles à s'améliorer de jour en jour. Puis t'as Julie qui les aide un peu plus à être humain, puis à comprendre, puis à accepter. Puis je pense que quand on regarde, que ce soit dans le hockey mineur, n'importe où, tu vois des parents qui gueulent après leur enfant. Mais je trouve que Julie apporte ce côté plus émotionnel qui un peu plus de l'intelligence émotionnelle que j'aurais tendance à dire. Puis, tu sais, leur structure, pendant la pandémie, là, il y avait quoi? On dirait qu'il y avait 6 lignes d'attaque, là, parce qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir une 6e année. Mais le fait que la structure, le noyau est là, tu sais, puis c'est pas parce que tu perds 1 ou 2 joueurs, c'est là que tu vois la profondeur de l'équipe, puis que tu sais, la meilleure offensive, c'est la meilleure défensive. Puis je pense que c'est un peu exactement ce que Concordia démontre encore une fois cette année. Et c'est pas pour rien que Julie Caro travaille sur les lancers bloqués, travaille sur la zone défensive, parce qu'ils savent que c'est ce qui fait la différence. Tu sais, au final, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est un lancer pour marquer un but qui peut être le but gagnant. Donc ça, les filles embarquent, adhèrent au programme. Et je te dirais que ce duo-là, honnêtement, est un duo vraiment extraordinaire pour l'évolution du hockey féminin et de l'Université de Concordia. Cette équipe-là me fait penser, excuse-moi, Pat, je te coupe, là, mais ça me fait penser un peu dans nos années, Anso. Vous, McGill, là, vous étiez imbattables. Là, genre, je pense que vous avez eu, je sais pas comment de saisons sans défaite, tu sais. Puis ça a été fini, je pense, en genre 2011 ou de quoi de même. Là. Mais tu sais, c'est des cycles un peu universitaires. T'es bon plusieurs années, puis après ça,
ton gros noyau part, puis là, tu recommences ton recrutement. Fait que c'est important de recruter puis de voir des années d'avance là, pour te préparer. Mais ça me fait vraiment penser à vous, Mégane, dans nos années qu'on était universitaires en dessous. Oui, c'est vrai. Émilie Lucier est première marqueuse, pointeuse et buteuse. Elle a 11 buts en 10 matchs, 16 points, c'est sa deuxième saison. Tu as Jessie Maud Drapeau qui a 12 points en 10 matchs également. Bon, à la défense, Boyer, Philbert sont solides. Ariane Leblanc particulièrement. Ils ont 2 bonnes gardiennes, là, Jordan Verbeek aussi, mais Ariane Leblanc qui est peut-être une petite coche de plus. Ils ont moins de profondeur que l'an dernier, mais quand même, ils sont tellement puissantes. Je n'ai pas nommé là, les Émilie Lavoie, puis Bureau Gagnon qui a une bonne saison également, Zoé Thibault. Il y en a beaucoup. Ils n'ont pas encore accordé un but en désavantage numérique. C'est pas. C'est fou, hein? Pas gênant. C'est juste ça. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais parlant de désavantages numériques, nous, c'est l'avantage numérique. Et ça, écoute, je ne pouvais pas mieux finir que ça. Et si Kev serait là, si Kevin Raphaël était avec nous en ce moment, il approuverait aucunement ce segway-là. Mais bon, c'est pas grave, moi, je l'assume. Pour vrai, c'est la fin de ce premier épisode d'Avantage numérique. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup, Anso. Je pense que ça a été des belles discussions. Puis beaucoup de contenu. Ça va être comme ça à chaque semaine, tout au long de la saison de hockey. Et puis, ben voilà, sur ce, au nom de Kim Deschênes, au nom d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!